25 minutes. Mais avant de démarrer, voici les règles pour que le webinar se passe dans les meilleures conditions. Tous vos micros sont coupés. Au moment des questions-réponses, le chat en bas à droite sera ouvert afin que vous puissiez poser vos questions. Mais vu le nombre de connectés actuellement, nous sommes 250 connectés, nous ne pourrons pas répondre à tout, j'en suis désolé, mais nous nous engageons à y répondre à la suite de ce webinar. Si jamais vous rencontrez des problèmes de connexion, ce webinar est enregistré. Vous pourrez donc le re-regarder ultérieurement. J'espère que vous êtes bien installés. Allez, c'est parti. Nous allons d'abord parler du marché du véhicule électrique. Ce marché est en constante évolution et j'ai une question à vous poser. À votre avis, combien de véhicules électrifiés, 100% électriques et hybrides rechargeables sont en circulation actuellement? Normalement, vous pouvez maintenant répondre à la question sur votre écran. Ah, c'est partagé, hein. Alors, encore 30 secondes, je vous laisse le temps de répondre. Allez, 10 secondes, les derniers votants. Bon, j'espère que personne triche et va chercher sur Internet. OK. Donc, vous êtes dans la plupart, pour la plupart, donc aux alentours des 200 000, donc 200 000 véhicules. En réalité, il y a aujourd'hui 305 000 véhicules électrifiés en France qui sont en circulation. Alors, véhicules électrifiés, ce sont des véhicules 100% électriques et des véhicules hybrides rechargeables. Nous avons une progression depuis 2010, puisqu'il y a eu 240 000 véhicules légers électriques et 65 000 hybrides rechargeables, soit 305 véhicules rechargeables immatriculés en France. Si on regarde, par exemple, en février 2020, les véhicules légers électrifiés ont représenté 7% des immatriculations. Le mois de janvier a cumulé autant d'immatriculations que sur tout le premier trimestre 2019. Et février affiche une progression de plus 192% en un an, avec plus de 14 000 véhicules électrifiés mis en circulation. En bref, il faut savoir qu'il y a autant de véhicules immatriculés sur janvier et février 2020 que sur tout le premier trimestre 2019. Vu la situation actuelle, ça risque d'évoluer un petit peu. Si on regarde les objectifs, il faut savoir qu'on a le contrat stratégique de la filière, où il y a un objectif d'1 million de véhicules en 2022. Les bons chiffres de ce début d'année nous placent dans la course à cet objectif du million, car avec 61 273 véhicules électriques au lieu de 100 000 en 2019, nous avions un peu de retard. L'objectif de cette année, c'est 170 000 véhicules. Je pense que la situation actuelle ne va pas favoriser l'atteinte de cet objectif. Enfin, on verra. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, pour réaliser cet objectif, les constructeurs doivent respecter un objectif de 95 grammes de CO2 par véhicule en moyenne dans leur gamme dès l'an prochain. Sinon, ils risquent une forte amende. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a autant de nouveaux véhicules électrifiés qui sortent de mois en mois et d'année en année. Si on regarde plus en détail les véhicules, si on regarde de plus près, au niveau du 100% électrique, la Zoé et la i208, donc Peugeot, représentent à elles seules 59% des immatriculations sur février. On voit que ces deux véhicules sont, on va dire, des véhicules pour la partie citadine
Et on a vraiment un impact et une vente qui est assez importante sur ces véhicules en 100% électriques. Jusqu'à encore l'année dernière, c'était essentiellement la Renault Zoé qui était la leader incontestable du marché. Aujourd'hui, la i208 reprend une partie de cette part, puisqu'elle arrive dans ce segment aussi. Si on regarde le top 5 des véhicules, à la première place, on retrouve toujours la Renault Zoé, suivie de la Peugeot i208, ensuite la Tesla Model 3, la DS3 Crossback et la Hyundai Kona. Donc on voit clairement que les ventes sont vraiment très accentuées encore sur Zoé et i208. Mais la Tesla Model 3 prend quand même des belles parts de marché avec son positionnement tarifaire plus avantageux par rapport aux autres modèles de la marque. Au niveau des hybrides rechargeables, il y a les trois leaders au niveau des hybrides rechargeables sont la DS7, la 3008 et 508. Sur les chiffres de février. Ça représente 40% des immatriculations d'hybrides rechargeables en février. Donc on voit clairement que le marché est quand même plus important au niveau 100% élec qu'au niveau hybride rechargeable. Mais ça risque d'évoluer aussi avec les années. Si on regarde, et c'est intéressant, au niveau européen, le bilan européen, si on regarde ce qui se passe par rapport à nos voisins, nous sommes en 4e position. Donc la France est quand même présente, est un acteur important sur le marché du véhicule électrique. Tous ces chiffres nous montrent que l'évolution est présente, qu'on a une croissance forte de l'ensemble du marché et du coup un besoin aussi en termes d'installation, qui est le chapitre suivant. Maintenant, ce que je vous propose, si vous avez des questions, de pouvoir les poser. Pour cela, nous allons activer le chat afin que vous puissiez poser vos questions. Donc le chat se trouve en bas à droite. J'attends vos questions par rapport au marché et tendance des véhicules électrifiés. Alors, les questions commencent à arriver. Alors, Tania, as-tu des questions à me donner? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Camille. Alors, elles arrivent tellement vite, en fait. Alors, une question, est-ce que les câbles sont fournis par les constructeurs de voitures? Alors, en règle générale, nous avons un câble qui est fourni, qui permet de se brancher sur une prise de courant, mais avec une limite au niveau de la puissance de charge. Puisque par défaut, pour charger un véhicule électrique, on est quand même sur des puissances importantes. Et par défaut, le véhicule, par sécurité, pour protéger l'installation du client, et le véhicule est fourni avec un câble qui embarque un petit contrôleur sur le câble qui va permettre de limiter cette charge. Après, si on veut pouvoir recharger son véhicule correctement, alors c'est le sujet du prochain webinaire, mais il faut vraiment prendre en compte le trajet que sera réalisé par les personnes. Parce que charger un véhicule complètement tous les jours, ce n'est peut-être pas utile. On a peut-être besoin de charger que 10-15% en fonction du kilométrage qu'on va réaliser quotidiennement. Très bien, merci Camille. Une autre question, on me demande, les fabricants, est-ce qu'ils fournissent une prise 230 volts? Une prise 2 pôles plus terre, 230 volts. Les fabricants comme Aguerre? Les fabricants, alors je pense qu'on peut parler de nous, Camille.
Donc nous, en fait, on a une prise qui s'appelle la Vitiprise, qui permet en fait c'est une prise dédiée à la recharge du véhicule électrique, donc qui est sur un circuit spécialisé, et qui permet du coup d'augmenter un petit peu ce temps de charge par rapport à une prise de courant classique. Une prise de courant classique, nous serons limités à entre 8 et 10 ampères en fonction du contrôleur, et sur une prise Vitiprise, nous pouvons monter jusqu'à 14 ampères, mais attention, on a beau mettre une prise Vitiprise pour le véhicule électrique, si le véhicule électrique, le contrôleur qui est embarqué sur le câble du véhicule électrique n'accepte pas ces prises renforcées, en fait, il y a un système de détection d'aimant, nous bénéficions pas des avantages de cette prise. Donc, il faut vraiment bien se renseigner. C'est toujours le véhicule qui décide, donc il faut vraiment bien se renseigner sur la capacité du véhicule à charger. Autre chose importante, c'est que les véhicules électriques se chargent tous de manière différente. Certains véhicules acceptent des charges triphasées, d'autres non. Certains acceptent que du courant continu ou de la charge sur prise de courant classique. C'est vraiment important et c'est la grosse difficulté en fait du marché du véhicule électrique, c'est d'arriver à trouver la bonne solution par rapport aux clients. Ça demande une bonne découverte des besoins quand on va se renseigner sur le chantier sur lequel on doit répondre. Tu viens de répondre à une question justement qui était, alors je la reprends juste, que se passe-t-il si on fait un mauvais branchement? Je pense que tu viens d'y répondre en disant qu'il y avait différents types de prises et qu'il fallait être vigilant par rapport à ça. Une autre question, Camille, on me pose la question, qu'en est-il du délestage? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les véhicules électriques sont des gros consommateurs, hein. Donc, forcément, si on prend par exemple nos bornes de recharge, donc là, je vais parler plutôt bornes de recharge, on intègre sur les bornes dédiées à l'habitat donc la possibilité de raccorder la téléinformation dessus. S'il n'y a pas de téléinfo, il faut rajouter un simulateur de téléinfo afin de pouvoir assurer un délestage, surtout une régulation un peu plus précise de la charge. Donc, c'est un point qui est important puisque aujourd'hui, quand on charge son véhicule électrique, il faut qu'on ait de la puissance disponible. Et souvent, quand on charge son véhicule chez soi, c'est qu'on est aussi chez soi. Donc, on va cuisiner, on va faire des choses chez nous qui allons consommer de l'énergie. Donc, il faut prévoir déjà une réserve disponible suffisante pour charger son véhicule correctement et aussi utiliser des bonnes bornes de charge et des bons outils pour permettre de faire soit du délestage ou de la régulation de charge. Ok, super. Alors, il y a Xavier qui est arrivé un peu en retard, et c'est le cas de beaucoup de gens. On démarrera quelques minutes plus tard la prochaine fois pour vous laisser tous le temps d'arriver. Et Xavier pose une question en me disant, est-ce qu'on a abordé les certifications nécessaires à la pose de ces équipements? Et la réponse, Camille, est non, pas encore, parce que… C'est juste après. Là, nous avons parlé juste simplement du marché, ce qui tourne autour des véhicules électriques. Alors, pour vous permettre aussi de vous tenir au courant des différents marchés, il y a deux sites qui sont intéressants à utiliser sur Internet, qui est le site de l'AVER et le site de Automobile Propre, où on retrouve énormément d'infos. Il y en a plein d'autres, mais c'est deux sites que je consulte régulièrement pour avoir justement les infos et les tendances du marché. C'est très intéressant de voir comment ça bouge et comment ça évolue. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire par rapport au marché, si on veut finir le marché avant de parler des certifications, le marché est en évolution constante, en très forte évolution, et de plus en plus, tout se met en place pour qu'on puisse avoir des infrastructures sûres pour charger nos véhicules électriques. Et nous avons besoin, l'ensemble de la filière électrique a besoin d'installateurs qui soient compétents pour poser ces prises et ces bornes de charge. Souvent, on prend un peu trop à la légère en disant oh, c'est qu'une prise, c'est qu'une borne, c'est facile, il y a que 3 fils à brancher. Oui, mais il y a un environnement autour qui est hyper important, d'où l'importance de se former et d'être certifié pour poser de manière efficiente la borne de charge. Alors, on parlait du réseau électrique. Je viens de voir passer une question intéressante aussi. Bon, elles le sont toutes, on y répondra par la suite, mais une question par rapport au réseau électrique. Est-ce que le réseau électrique est capable de supporter toutes les bornes de charge du marché? Alors en fait, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc ça peut être d'ailleurs le sujet d'un prochain webinaire sur l'efficacité énergétique. Une bonne piste. En fait, tout est en train de se mettre en place pour pouvoir absorber justement la charge des véhicules électriques. Déjà, on aura une évolution normative qui va arriver au niveau de la 1500 notamment.
un nouveau chapitre sur l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. On va avoir de plus en plus de stockage et de production d'énergie. Donc, tout va se mettre en place de manière à pouvoir répondre à ce besoin. Je rappelle juste que 40% de la consommation est liée au bâtiment. Donc, c'est quand même, si on arrive à réduire cette part de consommation du bâtiment et des industries, on peut arriver aussi à compenser les demandes. Les demandes chargées électriques. Alors, on a Marc de Nice qui nous pose la question, les hybrides n'ont a priori pas besoin de recharge. Vrai ou faux? Alors, ça dépend, il y a des hybrides rechargeables et des hybrides tout court. Donc, les hybrides tout court, on a un moteur qui recharge le véhicule et il fonctionne en totale autonomie. Et on a des hybrides rechargeables où on peut recharger donc sur une prise de courant ou sur une borne de charge pour avoir une autonomie qui est souvent un peu plus grande. Il y a les deux, en fait. C'est pour ça que moi, je parle uniquement, là, dans les chiffres marchés, j'ai parlé uniquement des hybrides rechargeables, c'est-à-dire avec une prise. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, on a des questions sur les habilitations nécessaires. Tu vas en parler juste après. Alors, moi, quelle est la différence? Alors, on me demande aussi les 2 sites que tu as cités. Oui. Est-ce que tu peux transmettre les liens? Il n'y a pas de souci, on vous enverra de toute façon à l'issue de ce webinaire donc, qui est enregistré. Hein. Donc, on vous fournira aussi toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre là maintenant au chat. On pourra répondre aux questions et je vous mettrai, on ajoutera les liens vers ces 2 sites internet. Alors ça, c'est une question qu'on traitera par la suite aussi. Avez-vous connaissance du nombre de types de prises différentes entre les constructeurs automobiles? C'est David qui nous pose la question. Ça sera abordé au prochain webinaire, je pense. Oui, c'est au prochain webinaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, autant il y avait un petit flou, aujourd'hui c'est assez clair. Hein. Tous les constructeurs équipent leurs prises de type 2 ou de prise combo. Mais ça, on abordera ça au prochain webinaire sur les prises plus en détail. Et puis, une dernière question peut-être, Eric qui pose la question, est-ce que la borne Viti peut être régulée par le compteur Linky? Alors oui, aujourd'hui sur une TIC historique. Donc le compteur Linky possède 2 téléinformations, la téléinfo, la nouvelle et la téléinfo historique. Nous pouvons réguler sur la téléinfo historique. Si ce n'est pas le cas sur le compteur Linky, on peut toujours utiliser un simulateur de téléinfo, qui est d'ailleurs en référence à guerre. D'accord. Alors, on a plein de questions très, très techniques. Oui. Je ne vais pas rentrer dans ces questions-là. On me parle des normes, de plein de choses. Comme vous me le disiez, Camille, on vous enverra par la suite un FAQ avec toutes vos questions. On va les garder précieusement. C'est très riche. Camille, je te propose de continuer et je reviendrai tout à l'heure pour la suite des questions. Merci à tous pour votre participation. Alors, donc là, maintenant, nous allons parler des standards. Donc, les standards, on retrouve donc une partie réglementaire, une partie qualification. Ce qu'il faut savoir au niveau des standards, alors attendez, juste un petit, hop. Au niveau des constructions neuves, donc déjà, il y a quelque chose qui est important, puisque ça concerne les obligations. Donc là, on est bien dans le cadre d'obligations. Le Code de la construction et de l'habitation nous demande de respecter, en fonction du type de bâtiment, un minimum de prééquipement des places de stationnement. Donc ça nous est donné par un tableau qu'on va retrouver à la diapo suivante. Voilà. Dans ce tableau, on retrouve, en fonction du nombre de places, donc jusqu'à 40 places et à partir de 41 places, en fonction du type de bâtiment, le pourcentage d'équipes de prééquipement obligatoire. On retrouve, en fonction de la capacité de stationnement et du type de bâtiment, un pourcentage minimum d'équipement. Par exemple, pour un bâtiment tertiaire avec 100 places de stationnement, il faut prévoir un prééquipement de 20%, soit 20 places de stationnement, qu'il faudra prééquiper, c'est-à-dire avec des fourreaux, chemins de câbles ou conduits. Il faudra prévoir le prééquipement de ces places de stationnement. Donc là, on est dans une construction neuve.
On parle bien de prééquipement, donc fourreau, chemin de cap conduit, on ne parle pas de prise ni de borne, hein. On parle de prééquipement, de prévoir pour pouvoir équiper. Au niveau du prééquipement, alors c'est bien de prévoir un prééquipement, mais il faut aussi peut-être penser à la partie puissance, puisqu'il faut aussi prévoir cette puissance nécessaire. Par exemple, j'avais pris un bâtiment tertiaire avec 100 places, nous devons prévoir 20 places. Donc 20 places, c'est 20 fois 22 kVA, c'est ce qu'on a écrit ici dans le tableau, hein. Donc triphasé 32 ampères, soit 440 kVA. C'est énorme, ça fait 636 ampères. Donc c'est quand même une réserve de puissance très importante. Bon, rassurez-vous, puisqu'en réalité, il faut appliquer un facteur de foisonnement général environ de 0,4. Alors pourquoi ce facteur de foisonnement général? Simplement que tous les véhicules ne se chargent pas en même temps et pas à la même puissance. Certains véhicules ne se chargent pas en triphasé, se chargent uniquement en monophasé. Certains chargent qu'à 16 ampères, d'autres vont pouvoir être capables de charger à 32 ampères. On a quand même besoin d'une certaine réserve de puissance. Dans notre cas, donc avec les 636, un coefficient de 0,4, ça nous donne quand même 254 ampères de prévision. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on l'a dit tout à l'heure, il faut prévoir cette puissance et il faut favoriser le fait de développer des énergies renouvelables et du stockage d'énergie. Dans la mesure où certains points de charge seraient alimentés à partir d'installations locales de production ou de stockage d'énergie renouvelable. La puissance nominale unitaire de ces points de charge peut être ajustée entre 7,4 kW et 22 kW. Donc, si nous décidons de faire une station de charge alimentée par des ENR, nous pouvons réduire jusqu'à 7,4, du coup réduire aussi notre puissance. Tout est fait pour favoriser le stockage d'énergie et la production locale d'énergie. Donc ça, c'est important. Ensuite, ça ne se limite pas à ça, puisque l'environnement des véhicules électriques est très cadré plutôt au niveau normatif. On a aussi une exigence au niveau des passages. On a parlé de prééquipement, donc on doit respecter un dimensionnement minimal de 100 mm de diamètre pour chaque cheminement, car chaque point de charge est un circuit spécialisé. Donc on parle de 100 mm, c'est le diamètre de percement, hein, en gros. On recommande aussi de prévoir un réseau de gaines pour la communication afin de pouvoir intégrer la gestion intelligente des bornes de charge, comme ce qu'on a parlé juste avant, donc la gestion avec la téléinfo par exemple, ou autre système de délestage. Ou si on est dans le cadre d'un parc de bornes, de pouvoir amener de la communication pour du micro-paiement, etc. Donc, idéalement, il faut bien prévoir ces deux gaines à chaque borne de charge, à chaque point de charge. Pour l'instant, tout est cadré donc au niveau de l'habitat. De la construction neuve, je vais y arriver. Au niveau de l'existant, au niveau des constructions existantes, tout est cadré aussi, avec le droit à la prise pour les bâtiments d'habitation collectifs, permettant aux locataires et propriétaires de faire valoir leurs droits à l'équipement de leur place de parking. Donc ça se passe en faisant une demande au syndic, par exemple, et puis en mettant en place tout ce qu'il faut pour pouvoir installer notre prise ou notre borne de charge. Pour les autres bâtiments, un prééquipement doit être prévu en fonction de la zone urbaine et du nombre de places. Pour retrouver tous les détails dans ce tableau. Là, on a parlé de l'aspect, on va dire, réglementaire général. Il y a plein d'autres choses aussi, hein, mais là, on est plus dans le cadre d'une information que d'une formation. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, que l'environnement des bornes de charge, c'est pas simplement une borne avec 3 fils. Il y a tout un contexte derrière réglementaire, environnemental, à suivre. Et en parlant de contexte réglementaire autour de l'environnement des bornes de charge, nous allons parler justement des qualifications. Nous allons aborder les deux qualifications principales, celles qu'on retrouve principalement. C'est-à-dire, il nous faut quoi aujourd'hui pour pouvoir installer des bornes de recharge? La mention IRVE
elle est obligatoire. Elle est obligatoire par décret. Et ensuite, il y a la marque EVREDI 1.4, qui est une surcouche. Comme vous pouvez voir, alors j'aime bien expliquer que le principe de l'oignon, ceux qui ont l'habitude de me voir en formation, ils savent que j'aime bien l'oignon. Au niveau des représentations, le cœur, donc ce qui est obligatoire, on a la mention IRVE, et la surcouche, le VREDI, est une couche supplémentaire de qualification et de reconnaissance. Si on s'intéresse à la mention IRVE, la mention IRVE, comme je l'ai dit précédemment, elle est obligatoire par décret. Un décret, le 2017-26, et particulièrement l'article 22, nous précise qu'il faut être habilité pour pouvoir poser des bornes de recharge. Sauf si la puissance est inférieure à 3,7 kW et posée dans un bâtiment d'habitation privée ou dont la fonction principale n'est pas de recharger les véhicules électriques, et bien sûr non accessible au public. En bref, si vous posez une prise de courant pour véhicule électrique, par exemple la Vitiprise, chez un particulier, la fonction principale de cette prise est de recharger un véhicule électrique. Donc, vous devez être habilité. C'est quelque chose qui est important. C'est aujourd'hui, on fait en sorte d'assurer une certaine sécurité au niveau de l'installation électrique. Au niveau des formations qui vont avec ce fameux décret, la mention IRVE est obligatoire depuis le 14 juillet 2017. Les formations doivent être agréées par Qualifelec ou AFNOR depuis le 14 janvier 2018. Chez Explore, l'organisme de formation de Haguer, nous sommes agréés pour nos formations IRVE. 3 niveaux de formation rentrent dans le cadre du décret IRVE. Le premier niveau de formation est la formation de base, appelée P1. Chez Explore, c'est la référence VE 035. Cette formation vise l'installation de bornes de recharge sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision. Donc on est vraiment sur une borne toute simple, sans gestion, sans rien de particulier. La deuxième formation, c'est la formation expert, P2. Chez Explore, c'est la référence VE 036, donc c'est une formation de 2 jours. Cette formation est destinée à l'installation de bornes de charge jusqu'à 22 kVA, avec configuration pour des bornes communicantes et supervision de station. C'est-à-dire que là, nous allons travailler sur des bornes avec de la gestion intelligente de charge, avec du micro-paiement. On va aller un peu plus loin. Et la troisième et dernière formation est exclusivement dédiée à la recharge rapide. C'est ce qu'ils appellent le niveau P3. Cette formation n'est pas disponible chez Export parce que nous n'avons pas de produit associé à ce niveau charge rapide. Charge rapide, on parle de charge en courant continu. Cette formation, elle est destinée à l'installation de bornes de recharge de plus de 22 kg, typiquement les bornes que vous retrouvez sur les stations-service d'autoroute. Là, on a parlé de la mention IRVE. Donc, vous voyez, c'est le minimum obligatoire pour pouvoir réaliser cette formation. C'est une mention, ok, donc c'est une mention IRVE, donc c'est un caractère d'obligation pour pouvoir poser des bornes de recharge. Si on regarde une autre certification, une autre qualification qui existe, c'est la certification, la qualification plutôt EVREDI 1.4. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une surcouche à la mention IRVE. Ça vient se greffer au-dessus de l'obligation. Alors déjà, si on regarde d'où ça vient EVREDI, ça a été lancé par l'alliance Renault-Nissan, PSA Peugeot-Citroën et Mitsubishi Motors. EVREDI, c'est un label européen visant à certifier que les différents matériels qui rentrent en compte dans la recharge d'une voiture électrique sont compatibles et sécurisés. C'est une exigence supplémentaire à la mention IRVE. Au niveau de l'EVREDI, la marque EVREDI va délivrer des certificats pour les produits, c'est-à-dire que nous, fabricants, nous devons faire certifier nos produits EVREDI, va aussi délivrer des certificats et des contrôles pour la qualification des installateurs, c'est-à-dire que vous allez devoir vous référencer, créer votre catalogue auprès d'EVREDI
pour pouvoir poser vos bornes de charge et aussi va délivrer des certificats pour les produits installés sur site. C'est-à-dire que si on vous demande une installation certifiée EV-Ready, il faudra compléter des documents, des rapports d'installation, expliquer les produits mis en place et justifier la bonne mise en œuvre de votre installation. C'est une exigence, une qualification supplémentaire. L'avantage de l'EV-Ready, dans ce cadre-là, c'est d'avoir pris toutes les précautions pour être sûr que le produit installé est conforme aux réglementations et surtout enlever le maximum, enfin le plus possible de contraintes sur site. Être sûr que ça marche, quoi. Si on regarde au niveau des qualifications, il y a 3 niveaux pour l'installateur qui sont, contrairement à l'IRVE, à la mention IRVE où on avait P1, P2, P3. Pour la qualification en EV-Ready, les 3 niveaux sont Q1, Q2, Q3. Qualification 1, qualification 2, qualification 3. Le niveau de base, Q1, le niveau de spécialiste Q2 et le niveau expert Q3. Ces niveaux n'ont pas de rapport avec la mention IRVE, même si c'est la même formation. C'est-à-dire que si l'organisme de formation, comme nous chez Explore, si vous faites une formation VE035 chez Explore, donc vous pouvez faire la demande pour la mention IRVE, mais vous pouvez faire aussi la demande à l'EV-Ready pour le niveau de qualification Q1. C'est 2 demandes séparées. Une demande pour la mention IRVE, une demande pour la mention Q1. Mais pour cela, il faut que l'organisme de formation soit certifié par EV-Ready. Si on regarde, EV-Ready est plus restrictif que la mention IRVE. Car pour la même formation que le niveau P1 de la mention IRVE, l'équivalence en EV-Ready va limiter uniquement aux stations de charge jusqu'à 11 kVA, contre 22 kVA pour la mention IRVE, et va limiter aux petits tertiaires avec un courant de court-circuit inférieur à 6 kA. Donc on voit déjà que la limite, elle est un peu plus importante. En clair, pour installer une borne de 22 kVA, il faut un niveau Q2 et il faudra fournir une note de calcul pour justifier le dimensionnement des protections, la mise en œuvre, etc. Si on regarde pour la voirie, il y a un niveau spécifique qui est le Q3 pour la voirie, où là, c'est toutes les bornes de charge, mais là, on parle de produits accessibles au public. Donc là, on est vraiment sur de la voirie. Voilà, c'était ici. Donc là, on est bien sur une formation donc pour la voirie, sur une formation expert pour produits complexes et configuration publique. Au niveau des certifications, si on résume, si le chantier exige la certification EV-Ready pour installer une borne supérieure à 11 kW, il faut une habilitation EV-Ready Q2. Pour toute installation avec un courant de court-circuit supérieur ou égal à 6 kA, il faut une habilitation EV-Ready Q2. Pour un chantier en immeuble résidentiel collectif, bureau ou copropriété, il faut aussi une habilitation Q2. Donc on voit que le EV-Ready nous pousse systématiquement sur 3 jours de formation, puisque 1 jour pour la formation niveau 1 et 2 jours pour la formation niveau 2. Donc, on a vraiment une formation qui est assez poussée sur l'environnement des bandes de charge, sur l'installation et la mise en sécurité. Pour résumer ce qu'on vient de dire, je vous ai fait un petit croquis. Sur ce croquis, on explique les différences entre les deux. Rappel, EV-Ready étant un gage de qualité avec un rapport d'installation obligatoire et une connaissance approfondie de l'environnement des bandes de charge, il y a de plus en plus de demandes d'installation EV-Ready, puisque c'est un gage de qualité pour la personne qui souhaite poser une borne de charge. Et donc, il faut de plus en plus d'installateurs qui soient qualifiés EV-Ready. Si on regarde le petit graphique, sur la partie gauche, vous retrouvez si le chantier n'exige pas EV-Ready, c'est-à-dire que la mention IRVE suffit. Si c'est une borne non communicante de 4 à 22 kg, le niveau P1 suffit.
Si nous avons une borne communicante de 4 à 22 kg, il faut la niveau P2. Et si nous avons une borne rapide, c'est-à-dire une charge, par exemple, courant continu 50 ou 100 kW, nous avons besoin de la certification IRVE P3. Du côté EV-Ready, alors si le chantier exige EV-Ready, il faut déjà que vous soyez mention IRVE, parce que mention IRVE, on est sur le caractère obligatoire. Ensuite, il faut que vous soyez, avant de démarrer le chantier, certifié EV-Ready 1.4. Ensuite, si vous posez une borne non communicante, vous pourrez de 4 à 11 kg avec un courant de court-circuit inférieur à 6 kg avec le niveau Q1. Si vous posez une borne communicante, c'est de 4 à 22 kg, vous avez besoin d'un EV-Ready Q2. Et si vous posez une borne rapide, c'est un EV-Ready Q3. Donc là, on voit clairement les limites et la différence entre les deux. À savoir que l'EV-Ready, c'est vraiment un gage de qualité. Vous devez fournir un rapport d'installation, une note de calcul, vous devez justifier du choix des produits que vous avez mis en œuvre. Le produit doit être certifié EV-Ready, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser n'importe quelle borne, il faut que le fabricant ait la certification EV-Ready 1.4 pour pouvoir poser cette borne dans le cadre de cette qualification. Donc ça demande un investissement qui est quand même important. J'espère que cette petite passe sur les certifications et la réglementation vous a plu. Ce que je vous invite, comme tout à l'heure, c'est de reposer vos petites questions au travers du chat. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Alors, on a des questions. Alors, en le temps que tout le monde pose sa question, j'ai repris un peu les anciennes questions. Donc, je me dis qu'on pourrait en poser quelques-unes. Il y en a beaucoup qui ressortent, Camille, par rapport à la téléinformation. Oui. Sur le fait, est-ce que c'est fiable ou pas, la téléinformation, pour le délestage par rapport aux bornes. Est-ce que c'est fiable ? Oui, alors il y a eu un retour de chat qui disait que qu'on ne pouvait pas l'utiliser en fait par rapport aux bornes. Toi, tu n'as pas d'informations par rapport à ça. Non, après je peux me renseigner au niveau du Mais on se renseignera alors, pas de problème. Pour moi, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, ok. Donc ça, c'est très bien. Alors, il y a des questions très techniques, hein, Camille. Il va falloir que tu te creuses un peu. On m'a parlé du COSFI aussi, oui, pour les bornes de recharge. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler un tout petit peu ou pas, ou ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça dépend des véhicules. Enfin, on peut en parler, mais ça dépend des véhicules. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'au niveau UTE, donc, on est bien sur un coefficient d'utilisation de 1. Donc, c'est-à-dire qu'on doit considérer que la borne fonctionne complètement, donc, quand on fait un bilan de puissance notamment. Ok, très bien. Merci Camille. Alors, je vais commencer les questions par rapport au sujet que tu viens d'aborder. Est-ce qu'il y a beaucoup d'installateurs IRVE ou EV-Ready et est-ce qu'il existe un annuaire? Alors, en fait, pour l'EV-Ready, il faut se rendre sur le site de l'ASEFA, donc qui est l'organisme qui héberge ce label EV-Ready, et vous retrouverez dessus les personnes certifiées EV-Ready et surtout les fabricants et les produits des fabricants certifiés EV-Ready 1.4. Ok, super. Question similaire, faut-il avoir, c'est Maxime, faut-il avoir le P1, le P2 avant de passer le P3? Alors, ça fait partie des choses qui sont importantes. Normalement, c'est une suite logique. C'est-à-dire qu'en théorie, on fait le P1, on fait le P2 et on fera le P3. Après, légalement, je me suis déjà posé la question plein de fois, j'ai cherché partout, j'ai vu nulle part mention qu'on était obligé de faire d'abord le P1 avant de faire le P2. Par contre, ça semble logique de faire d'abord le niveau de base avant de passer au niveau expert. Sachant que dans le deuxième niveau, on ne réaborde pas tout ce qui a été vu dans le premier niveau. Donc, je sais bien que ça demande du temps, mais c'est vraiment des choses qui sont pour moi importantes. Si on veut faire les choses correctement, de prendre le temps de se former correctement et de faire totalement le cycle. Après, je peux comprendre la question pour gagner du temps, je fais que le P2, mais voilà, c'est pour moi perdre une partie des informations.
C'est alors une question, on se coupe d'aucune question. J'ai Jean-Philippe qui pose la question, la certification IRVE n'est pas rentable. Prix de la certification, de la formation et du temps, si on pose que 4-5 bornes par an. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Moi, j'en pense qu'à partir du moment où on décide d'investir dans de la formation, dans des outils, c'est pour d'ailleurs développer son activité. Donc forcément, si c'est pour poser une borne par an pour faire plaisir à un client qu'on connaît de longue date, là, on parle vraiment de développement de compétences dans le but de développer son activité d'entreprise. Donc oui, je suis entièrement d'accord. Si on pose que 2 bornes par an, si on a envie de poser que 2 bornes par an, c'est peut-être pas la peine de se lancer. Après, aujourd'hui, je trouve dommage. On sait qu'on a un marché qui est en constante évolution. On a énormément de plus en plus de demandes. On a même, nous, ailleurs, du mal à fournir tellement on a de demandes sur les bandes de charge. Ça montre bien qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un marché à prendre. Et dans des temps qui sont un peu difficiles, c'est aussi bien de développer son entreprise, se différencier et de proposer et d'en faire une activité. Pas uniquement répondre à la demande, mais en faire une vraie activité. Exactement. Après, on retraitera l'ensemble des questions qui ont été posées. On prendra le temps de répondre à toutes les questions, que ce soit clair pour tout le monde. On vous rediffusera, puisque c'est pour ça qu'on vous demande votre adresse mail. Donc, comme ça, on pourra vous envoyer à tous une sorte de foire aux questions, où on va répondre à chaque partie, à chaque question qui a été posée. Alors, j'ai Jean-Philippe qui pose la question. Quel est l'intérêt des bornes de recharge jusqu'à 22 kVA dans un centre commercial quand je peux charger pour 3 fois moins cher chez moi avec une simple prise de 120 volts, 230 volts? C'est comme les stations de charge sur l'autoroute, c'est de la charge occasionnelle. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le choix, vous devez vous charger, parce que ça vous coûtera forcément plus cher, vous n'avez pas le choix, il faut vous charger. Par contre, c'est clair qu'il est préférable de favoriser la charge à domicile ou la charge sur son lieu de travail. De plus en plus d'entreprises équipent leur parc de bornes de charge, par exemple chez Aga on en a, et du coup on peut bénéficier de la charge de l'entreprise, mais il faut favoriser concrètement la charge à domicile. Alors j'ai une autre question alors, j'ai beaucoup de questions sur les formations. Quels sont les coûts des formations Aguerre, les durées? On vous en parlera. Vous allez recevoir un mail à l'issue de ce webinaire. Vous aurez toutes les informations. Vous pourrez en demander aussi des informations. Je vous invite aussi à aller sur notre site web où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Alors, un électricien, c'est Guillaume qui pose la question. Je suis ZE Ready, mais pas IRVE, car trop compliqué à faire. Vu que c'est le ZE Ready qui est plus contraignant, comment se fait-il que cela ne suffise pas? Alors, le ZE Ready, c'est Renault. Ok, c'est uniquement Renault. Alors, je n'ai pas abordé le ZE Ready. Alors après, il faut faire attention. Est-ce que c'est ZE Ready 1.2 ou 1.4? C'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais par exemple, le ZE Ready 1.2, c'était à l'époque, Renault avait mis en place la certification ZE Ready 1.2 pour avoir une certaine sécurité au niveau de ces véhicules. Ça permettait d'être sûr que les Renault Zoé, par exemple, chargent correctement, qu'il n'y ait pas de souci, que tout va bien. Le problème, c'est que il n'y a pas que Renault, il y a aussi tous les autres fabricants de véhicules électriques. Et du coup, a été créé donc la mention IRVE qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et après, le VREDI. Le VREDI, on l'a vu tout à l'heure, il est né à partir de Renault, PSA, Mitsubishi Motors. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ZE Ready, c'est uniquement Renault et ça concerne que Renault. Après, oui, c'est plus contraignant et c'est très bien parce qu'en fait, Renault a pris le parti de jouer la carte de l'installation, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir des installations sûres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe toujours une certification ZE Ready, alors particulièrement pour les fabricants, donc qui nous demandent de certifier nos produits pour être sûr que tout fonctionne bien avec les véhicules Renault. Nous, c'est le cas chez Aguerre, on suit attentivement ZE Ready. Après, pour l'installateur, c'est un peu complexe aujourd'hui sur le ZE Ready 1.4, puisqu'il faut que le fabricant de bornes déclare l'installateur avec qui il travaille.
Donc c'est assez complexe, à savoir que ce qui est demandé en termes de qualification dans le ZE Ready 1.4, c'est que l'électricien soit certifié EV-Ready 1.4. Donc, à partir du moment où vous faites le Veredi 1.4, vous pouvez faire après une demande auprès de Renault pour être certifié ZE Ready. Et dans tous les cas, Renault se repose sur le Veredi 1.4, pour la partie installation notamment. Super. Merci Camille, c'est très clair. Une question, j'ai plein de questions sur les formations, hein, ça c'est très bien. On me pose la question, on reste sur la formation, est-ce qu'il y a une différence entre la formation installateur et la formation pour la maintenance des bornes? Oui, tout à fait. On a une formation spécifique pour la maintenance, hein, qui est la VE 037, où là on va plus parler de comment... Ah. Camille, je crois qu'on t'a perdu. Alors, Camille, alors, du coup, dans le chat, s'il y en a qui peuvent me dire si vous m'entendez et si vous entendez Camille, ou est-ce que c'est que moi qui ai perdu Camille? Alors, voyons voir. On l'a perdu, eh ben, on a perdu notre Camille. Alors, vous m'entendez, mais on a perdu Camille. Il s'est perdu. Camille, il avait dit 45 minutes, ça fait 46 minutes, donc il a tout coupé. Non, je plaisante, le pauvre. En tout cas, je ne sais pas s'il aura l'occasion de revoir. Je vois sa souris qui bouge. On va lui laisser encore un petit peu de temps. Pour parler, juste pour finir, par rapport aux formations, ce que je vous disais, c'est que dans le mail que vous allez recevoir où on va évaluer, ça serait, bon, je vous remercie par avance, on vous remercie toute l'équipe de vouloir, de bien prendre le temps de répondre aux mails qu'on vous envoie, ces 6 questions pour savoir si ça a été, si le son était bon, si l'image était bonne, si vous avez réussi à vous connecter. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui ont des problèmes de son. C'est la première fois qu'on se lance dans un webinar avec plus de 300 personnes. Donc voilà, Camille est revenue. Je suis de retour normalement, vous m'entendez? On t'entend Camille à nouveau. Donc je disais juste, je remerciais juste tout le monde de la participation et que dans le mail, à l'issue quand ils fermeront la fenêtre de ce webinar, ils auront un questionnaire et l'idée c'est d'y répondre pour que nous on sache si tout a été à la fois techniquement et sur les sujets. On a pris un certain nombre de choses en compte aussi en disant la prochaine fois, on ouvrira peut-être le chat dès l'arrivée pour que vous puissiez nous dire si vous nous entendez, si tout va bien. C'est vrai qu'on a démarré tout de suite, mais on apprend en faisant. On est tous confinés chez soi, donc on apprend tous en même temps. Voilà. Vous retrouverez toutes ces réponses par rapport aux formations. J'ai pas de nouvelles questions. Camille, on a eu très peur de t'avoir perdu définitivement, en fait. En fait, c'est mise à jour Windows, j'ai de la chance. Qui s'est mise à route. Voilà. Donc, moi, j'avais juste une petite précision parce qu'il y a quand même du mouvement en ce moment et j'ai une petite info très récente puisqu'elle date du 3 avril qui est passée. C'est qu'il faut savoir que la France a accepté le rétrofit des véhicules thermiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, c'est autorisé depuis le 3 avril la possibilité de convertir un véhicule thermique en véhicule électrique. Donc ça montre aussi que tout se développe, notamment cette partie-là que je ne pensais pas. Je ne pensais pas que la France allait accepter cette partie-là, mais voilà, elle a accepté. Donc depuis le 3 avril, on peut faire du rétrofit de véhicules électriques. Alors, c'est assez rigolo. C'est une très bonne information. Camille, excuse-moi, je suis très novice. Rétrofit. C'est pouvoir reconvertir. Ah, d'accord. Et par exemple, tu as un véhicule thermique, tu veux le transformer en véhicule électrique. Il y aura des sociétés il y en a déjà d'ailleurs qui le proposent. Il y a des sociétés qui pourront faire ça. Après, j'ai pas lu tout le décret. J'ai juste vu passer. Il faut que je me penche un peu sur ce décret. Il y a Jean-Philippe qui maîtrise et qui nous dit, qui c'est gentil d'apporter sa précision, qui nous dit rétrofit OK, mais que pour les véhicules de plus de 4 ans et que par des sociétés certifiées. Donc plus cher qu'un véhicule électrique d'occasion, quoi.
faut vraiment aimer sa voiture et vouloir la conserver. Ça, je m'en doutais bien qu'il y avait des règles derrière. J'ai pas eu le temps d'étudier cette partie-là, mais je me doutais bien qu'il y avait des règles pour ça. En tout cas, déjà, je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver donc jeudi à 10 heures, où là, on parlera, toujours dans la suite de cette semaine de immobilité, on abordera les temps de charge des véhicules électriques, parce que c'est une notion qui est très importante, parce que souvent, on a tendance à avoir une réflexion qui s'apparente au véhicule thermique, alors qu'un véhicule électrique, c'est une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit. Et on parlera aussi des différentes prises côté borne et véhicule. Et puis en fonction des questions, je verrai si je peux apporter quelques sujets ou quelques réponses par rapport aux questions qu'on a eues. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre participation et attention. Alors maintenant, vous allez être redirigé, comme l'a dit Tania, je pense, pendant que j'ai été coupé, vers un questionnaire pour recueillir votre ressenti. Et en tout cas, je ne sais pas si Tania, tu as eu des choses à rajouter ou... Non, il y a beaucoup de questions qui sont encore arrivées, mais on les traitera, comme tu as dit, la semaine prochaine. Ouais. On a enregistré tout ce webinaire, donc il sera diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc d'ici la fin, pour ceux qui ont raté, j'ai vu que certains sont arrivés un petit peu tard. Et comme je le disais aussi, on démarre à 10h jeudi. On vous poussera la chansonnette jusqu'à 10h05 pour vous faire patienter. Et on démarrera à 10h05. Donc Camille, il va falloir que tu apprennes à chanter d'ici là. Voilà. C'est toi qui as parlé de ça, donc c'est toi qui chantes. Merci Camille. En tout cas, je vous merci dis à à tous. jeudi. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de répondre au petit questionnaire qui va arriver. Merci, à bientôt. À jeudi. Merci.